Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du Nikon Z8. Je n'ai pas l'appareil photo, donc si les vidéos, comme je fais d'habitude, où je parle des caractéristiques techniques en regardant la fiche technique du produit ne vous intéressent pas, eh ben vous pouvez tout de suite partir de la vidéo et ne pas commenter à la fin que vous appréciez pas ce type de vidéo. Juste pour un petit peu me faire de la pub et peut-être si ça peut vous intéresser, j'ai un compte Instagram, donc je vous conseille d'y aller, notamment si vous voulez me poser des questions et pas forcément que ça se voit sur YouTube, vous m'envoyez un message sur Instagram en spécifiant que vous venez de ma chaîne YouTube et ce sera parfait, ou voilà, où je comprendrai si vous posez des questions sur les appareils photo dont je parle dans les vidéos. Et voilà, vous pourrez suivre un petit peu l'actualité, et ce sera très bien comme ça. Donc parlons du Z8, donc je suis sur le site Nikon, où on a bien le Z8, alors qu'il n'apparaît pas à la première page, alors que comme c'est un nouveau produit, je m'attendais à ça, mais il est bien sur la page produit des appareils photo hybrides de chez Nikon. Avant de passer aux caractéristiques techniques, on va vraiment un petit peu regarder ce que Nikon met en avant sur l'appareil photo, avant vraiment de voir en particulier ce qu'il dit. Donc on a un capteur de 45,7 millions de pixels et c'est exactement celui du Z9. Donc l'appareil photo pour sa gamme de prix sera vraiment très intéressant puisque c'est le plein format à capteur empilé. Le moins cher, moi j'ai le R3 qui a 24 millions de pixels, il coûte 6 000 €. Maintenant un petit peu plus cher, mais il y a une promo Canon, donc il coûte dans les 5 800 €. Et le Z9 coûte 6 000 €, donc je trouve que l'appareil photo va être très intéressant, mais c'est peut-être un petit peu risqué pour Nikon, mais on en reparlera juste après. Donc il va avoir beaucoup des avantages du Z9, mais on en reparlera ici. J'avais pas fait une vidéo sur le Z9, mais il n'était pas en firmware final, donc et ben, là on va pouvoir parler de tout ce qu'il y a d'intéressant en plus. Il va jusqu'à 120 images par seconde en photo, mais c'est pas en RAW 45 millions de pixels, et le boîtier est plus compact que le Z9, mais il est plus gros que la plupart des autres appareils photo qui sont sur le marché, et il est pratiquement même plus gros qu'un R3, même s'il a le grip attaché. Hop, tac, on va regarder là-dedans, un boîtier compact, voilà, il est vendu pour être plus petit bien évidemment que le Z9, donc pouvoir s'attacher plus facilement sur les gimbals, et bien évidemment il y a un grip supplémentaire, donc si vous voulez avoir l'autonomie du Z9, vous pouvez mettre la batterie du Z9 dans le grip dédié pour le Z8, ou sinon avec deux batteries, ce sera pratiquement équivalent. Mais apparemment, la norme SIPA situerait la batterie qui est à la EN-EL15C, me semble-t-il, à la moitié de ce que peut faire le Z9, parce que la batterie du Z9 est quand même assez costaude de ce côté-là. Donc voilà, un des intérêts, premiers intérêts du Z9, même s'il y en a plein en vidéo, ce sera ce RAW 12 bits qu'on peut à la fois faire en ProRes ou en NRAW. Donc pour rappel, le ProRes il sera accepté par la plupart des logiciels à part DaVinci, et par contre le NRAW, lui, sera accepté par DaVinci. Donc on n'a pas forcément besoin de biro là-dessus, ça aurait été peut-être intéressant pour pouvoir utiliser n'importe quel type de log par exemple, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que le bureau peut se convertir en ce qu'on veut dans DaVinci, mais là ce sera pas le cas, mais ça peut être quand même intéressant, et on peut le faire en 8K jusqu'à 60 images par seconde en RAW 12 bits, c'est quand même vraiment pas mal du tout, en 8,3K puisque c'est la définition nominale du capteur. Après on n'aurait pas d'open gate là-dessus, c'est un des trucs qui me dérange un peu, mais voilà, c'est un capteur 8K, donc l'open gate c'est quand même un petit peu encore compliqué pour des processeurs d'aujourd'hui sur du 8K. Et puis voilà, donc hop, on a 20 images par seconde, on peut avoir 30, 50, 120, mais je pense que dans les caractéristiques techniques on verra ce que ça fait en fait au type de photo que vous pouvez faire. Hop, contrôle le portrait, je sais pas s'il y a encore des choses très intéressantes à dire. Voilà, en 4K, ce qui est intéressant, c'est que, comme à la manière d'un Fuji X-H2, on peut zoomer deux fois dans l'image, donc en fait, il va utiliser le 8K pour pouvoir recropper dans l'image et adapter le nombre de pixels, et que ça se voit pas sur le résultat final. C'est quelque chose qu'il faudra tester, mais en théorie, c'est vraiment très bien. Sur le X-H2, il n'y a pas de problème, donc je vois pas pourquoi là, il y aura des problèmes. Mais du coup, lorsqu'on est en zoom, x2, on n'a plus de d'oversampling, et donc c'est en théorie de moins bonne qualité, mais c'est quand même du 4K, donc voilà. Tac, là il parle des
des petits accessoires Nikon qu'on va avoir avec, comme l'espèce de poignée où on peut comment contrôler l'appareil photo à distance via un câble, donc ça peut être bien si on a un opérateur et qu'on veut pas forcément avoir à toucher l'appareil photo. Et donc il y a tous les objectifs Nikon qui sont vraiment très très bien, surtout du côté téléobjectif. On a des options qui sont pas chez Canon par exemple, et pas chez Canon, surtout pour une gamme de prix pour des amateurs éclairs, on va dire ça, pour des gens qui vont pas forcément avoir l'argent de payer trop cher, genre de payer 15 000 ou 13 000 ou quoi. Ça reste des objectifs où, par exemple, je crois que le 600, il est à 6 000 euros ou 7 000 euros, un truc dans le genre, c'est cher, mais c'est pas comment trop cher par rapport à ce que c'est au final. Puis ce sera plus facile d'accéder au téléobjectif. Hein. C'est pas que un téléobjectif à 15 000 euros ne valent pas 15 000 euros, mais pour beaucoup de gens, c'est comme hors de portée. Hop, du coup, on va vraiment aller... Ah, bah, attends, on est vraiment dans les caractéristiques techniques. Est-ce qu'il va y avoir tout là-dedans? Hop, donc, voilà, donc ce qui va être intéressant chez Nikon, donc on a ce capteur empilé de 52,37 millions de pixels. Ce qui est intéressant, ce que je trouve marrant, c'est que ça ressemble vachement au capteur au final du A1 qui aurait été après transformé pour pouvoir être mis en 45 millions de pixels. Mais ce qui est intéressant avec le fait d'avoir 52 millions de pixels, c'est que on peut prendre beaucoup plus de collimateurs de phase dans les pixels pour l'autofocus, donc ça peut avoir cet avantage là. On a un système anti-poussière, on a toujours, comme c'est un Z9 au final plus petit, ce système de rideau pour protéger le capteur et pas d'obturateur mécanique au final. Et maintenant, avec tout, comment dire ça, parce que le Z9 n'avait pas ça, tous les systèmes d'anti-flickering, comme le fait de pouvoir régler sa vitesse en incrément beaucoup plus faible, enfin plein de choses intéressantes de ce type-là, ça sera pas un problème de pas avoir d'obturateur mécanique là-dessus, et c'est vraiment très intéressant. Et donc ce qu'on peut faire, c'est changer la définition des fichiers en direct dans l'appareil photo, donc c'est plutôt pas mal, et je crois même qu'on peut aussi changer le ratio, mais le problème de changer le ratio, c'est que, bien évidemment, si on veut avoir le capteur complet, on l'a plus au final, c'est un petit peu dommage. Moi je conseille toujours de garder la photo dans son 3,5 nominal, donc sur ce capteur 8K, donc des 8256 pixels de large, mais voilà, si vous vous sentez beaucoup mieux à avoir, ce crop, par exemple faire un carré direct au lieu de le faire en post-prod, et ben c'est possible directement sur cet appareil photo là, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les appareils photo. On est en f-RAW 14 bits, donc le RAW, donc c'est que du RAW compressé, hein, comme sur le Z9, donc voilà. Il y a marqué soit de la compression sans perte, soit de la haute efficience, donc c'est du compressé, mais avec une bonne compression, et d'autres choix de compression un peu plus faibles, donc avec, un peu plus élevé, donc un peu moins bon, mais avec un gain de place là-dessus. C'est marrant que, malgré que je sois sur le site français, j'ai accès aux descriptions en anglais. Donc on a du JPEG normal, on a du AIF aussi, on a la possibilité de faire du... Est-ce que... On l'a pas... Normalement, on avait la possibilité de faire du TIFF là-dessus, mais je vois pas que c'est marqué ici, donc on va faire voir plus. Voilà, donc on va passer plus loin. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, sur le Z8, contrairement au Z9, au lieu d'avoir deux CF Express de type B qui ne servaient pas à grand-chose en vidéo parce qu'on ne pouvait pas enregistrer sur les deux cartes, là, on a une CF Express de type B et une SD. Donc, pour ceux qui ont encore des SD, surtout pour la photo si vous n'avez pas besoin de la rafale, mais voilà, un appareil photo comme ça c'est quand même intéressant, et les 45 millions de pixels, c'est pas comme sur un R3 où je peux utiliser une SD et avoir les 30 images par seconde pendant 140 images sans aucun problème. Là ce sera mieux d'utiliser les CF Express de type B, donc c'est un petit peu dommage d'avoir les deux formats, mais si vous voulez faire du format compressé, la SD suffira en vidéo, mais il y a beaucoup des autres formats qui seront exclusif à la CF Express de type B, donc il faudra bien choisir entre les deux si vous aimez faire de la photo et de la vidéo. Si vous aimez faire que de la photo, vous prendrez directement la CF Express de type B, mais sachez que la redondance ce sera un peu plus compliqué, puisque si vous voulez avoir les photos sur les deux cartes en même temps, vous serez limité par la SD, donc ça rendra le Z8 moins bon de ce côté-là que le Z9, parce qu'il ne pourra pas enregistrer les photos aussi vite. Mais en vidéo,
techniquement, comme il ne peut pas enregistrer sur les deux cartes, vous choisirez pratiquement tout le temps la CF Express de type B, parce que la plupart des formats, et si vous voulez un Z8, c'est pour avoir la 8K, ou le ProRes, et là, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il y a marqué ici, donc ça accepte les cartes XQD, mais les cartes XQD, il n'y a plus vraiment d'XQD très intéressantes sur le marché. Bon, voilà. Vous pouvez quand même utiliser vos vieilles cartes XQD que vous aviez sur vos vieux réflexes, c'est vieux réflexes Nikon maintenant. Et puis voilà. Donc ça, c'est les références. Donc on a toujours ce viseur qui est le même que le Z9 et qui a été, au final, c'est une extraction de ce qui était sur le Z6 et le Z7. Par contre, il a une luminosité qui est bien plus élevée et il profite de la vitesse de calcul du capteur. À savoir que, ce que je dis tout le temps, lorsque vous avez un capteur empilé, comme vous avez de la mémoire intégrée pour que le capteur aille beaucoup plus vite, et en fait ça fait l'effet d'un processeur supplémentaire. Donc c'est pas la même chose que d'avoir quelque chose qui serait plus bas de gamme. Bon, chez Nikon ça n'existe pas, ce processeur-là n'est pas encore utilisé sur un Z6 III par exemple, mais s'il était utilisé sur un Z6 III, ça irait toujours plus vite sur un Z9 ou sur un Z8, puisqu'il y a ce capteur empilé qui apporte de la mémoire en plus, qui permet à l'appareil photo d'être beaucoup plus rapide. Et puis voilà, et donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle le dual stream, et du coup d'avoir normalement une visée beaucoup plus rapide. Ceux qui l'ont testé ont trouvé que c'était plus rapide, mais malheureusement on a quand même cette définition qui fait que les détails, c'est pas forcément ça. Ça reste très confortable, mais c'est confortable comme sur un R6 Mark II, comme sur un Panasonic S5 II, S5 IIX, un A7 IV, mais pas un A7R5, pas un A7S III, pas un A1, pas un R3, pas un R5. Enfin voilà, vous aurez compris, même du côté de chez Fuji. Après, voilà, il y a des différences dans la façon dont sont affichées les informations chez chaque marque, mais on n'est pas sur le haut du panier en termes de définition, mais ils contrebalancent ça avec un viseur assez lumineux, assez rapide et assez facile à regarder. Donc on a la couverture normale de 100%, puisque c'est un écran au final, et que ça renvoie directement l'image du capteur, donc il n'y a plus ce problème de réflexe qu'on avait avant, et comme c'est le même viseur que ce qu'on a sur un Z6 ou un Z7, on a cet agrandissement de 0,8 qui reste quand même intéressant, parce que par exemple chez Canon, on reste encore à 0,74, qui est le grossissement le plus faible de mémoire des appareils photo pro, on va dire ça comme ça. Parce que chez Sony, c'est 76 sur le A7 IV, c'est 90 sur le A7S III, enfin surtout ceux qui ont la nouvelle dalle 9 millions de pixels. Puis voilà, est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Je crois que je sais plus. Mais je sais que sur ces appareils photo là, je parlais d'autres gammes, pas forcément des pleins formats, pour ce que je sais pas. Mais voilà, c'est pas mal au final du coup, c'est juste pour dire ça. Le réglage dioptrique, il est de -4 à +3. Alors, faites attention à ça. Je vois souvent des gens qui parlent du fait que lorsqu'ils comparent deux viseurs, ils ont l'air d'être de la même taille. Si vous utilisez le correcteur dioptrique, ça, en fait, le seul effet que ça, en fait, ça rapproche les lentilles, et en fait, ça change le grandissement. Mais aussi, ça change la perception du viseur lorsqu'on a des problèmes aux yeux. Mais du coup, ce que ça fait, c'est que si vous n'avez pas de problème aux yeux et que vous arrivez à voir même avec un changement de dioptrique, ce que je peux faire par exemple, vous pouvez agrandir le viseur. Donc après, ce sera un peu moins défini au final. Mais faites attention à ça, le agrandissement du viseur maximal, c'est à dioptrie 0. Donc faites attention à ça. Ne vous dites pas, ouais, le viseur il est trop petit ou il est trop grand. Ça vous le direz jamais. On a un détecteur d'oculaire, c'est normal, donc je vais passer, voilà, donc c'est que électronique, on peut aller jusqu'à 1/32 millième de seconde, et comme c'est un appareil photo professionnel avec un capteur empilé, on a accès aux 30 secondes, voire même plus au final, donc ce qui est intéressant. Chez Canon on peut le faire aussi, sauf qu'il faut se mettre en timer bulb dans un menu pour accéder à jusqu'à 24 heures d'exposition, tandis que là avec la molette on peut accéder à des choses au-delà de 30 secondes. Après c'est intéressant comme ça peut être embêtant parce qu'on peut aller très très loin, et pour revenir à des vitesses normales, il va falloir un petit peu défiler. Donc c'est une bonne méthode. Est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas, mais voilà, c'est une bonne méthode. Vous aurez accès à plus de 30 secondes. Et donc voilà, vous pouvez aller jusqu'à 900 secondes en mode M, comme ils l'ont dit. Donc voilà, c'était directement dit ici.
Donc on a les vitesses de synchronisation qui sont pas très élevées, mais on peut au moins synchroniser le flash en obturateur électronique, ce qui n'est pas le cas par exemple sur un R5 par exemple. Hop, donc on a les modes de déclenchement habituels. Hop, on peut aller jusqu'à 120 images par seconde. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas mis l'astérix. Tata, continuous le speed. Donc voilà, vous avez de 1 à 10, 10, 20, hop, C30, 30, 60, 120. Mais par contre, il y aura des contreparties. Voilà, c'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Lorsqu'on va jusqu'à 20, on a accès au RAW. Lorsqu'on passe au-delà en 30 images par seconde, on a accès à la définition maximale, mais en JPEG. Lorsqu'on passe en 60, on est en crop DX, me semble-t-il, 19 mégapixels. Et là, on passe à 11 mégapixels lorsqu'on est à 120. Donc ça peut être intéressant pour certaines choses, mais si vous voulez utiliser 45,7 millions de pixels, vous ne pouvez pas utiliser les 120 images par seconde, et vous ne pouvez pas avoir de RAW au-delà des 20 images par seconde, donc faites bien attention à ça. On a le retardateur qui va jusqu'à 20 secondes, donc c'est tout à fait normal. On a les modes d'exposition habituels chez Nikon qui sont vraiment pas mal au final. J'avais pas été très impressionné sur le Z6, mais apparemment le Z8 et le Z9 ont un mode d'exposition qui est vraiment très très bien. Donc voilà, vous ne serez pas déçus de ce côté-là. Ça se rapproche aussi de ce que fait Sony pour ceux qui ne connaissent pas Nikon. Tac, donc correction d'exposition normale. Hop. Sensibilité de 64 à 25600 ISO, bien évidemment c'est un capteur 45 millions de pixels. On peut aller quand même jusqu'à 102 400, ce qui est quand même pas mal. Et on a les 64, les 64 ISO, oui. Donc ça donne des images qui, à ISO minimal, va vraiment pas avoir beaucoup de bruit, ce qui est très intéressant, parce que déjà, un capteur très défini, si vous imprimez un A3, il n'y aura pratiquement pas de bruit, hein. Faites attention aux gens qui vont vous dire, oui, il y a plus de bruit sur un capteur plus défini. Bah, techniquement, si vous imprimez sur la même surface qu'avec un capteur moins défini, pas du tout. Donc c'est une bonne alternative d'utiliser des capteurs très définis. Le seul désavantage qu'ils vont avoir, c'est de ne pas pouvoir pousser les ISO plus loin, et c'est juste le seul désavantage. Sur leur plage ISO native, si vous imprimez sur des petits formats, il n'y aura aucun avantage à avoir un capteur moins défini au final. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ça, et en plus, il n'y a que sur des gros capteurs souvent qu'on a, et que chez Nikon d'ailleurs, qu'on a des ISO aussi faibles que 64, et une très bonne dynamique à 64 ISO. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Donc c'est pas mal. On a le D-Lightning qui permet d'avoir plus de dynamique. Le problème, c'est que, ça augmente les ISO, puisque c'est un peu le même principe que le log, c'est que ça va chercher les hautes et les basses lumières d'ISO différents, et donc ça enlève les bas ISO pour pouvoir faire ce calcul de, lumière haute à haut ISO, et ombre à bas ISO. Tac, 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 donc on a plein de choses qui étaient déjà avant. Hop, il faut pas que j'oublie ce que je devais dire. Plage de détection AF de -7 à 19. On a le Starlight aussi, mais c'est un petit peu de la triche. Je crois que le Starlight, il est pas fait pour être utilisé en AFC, si je me souviens bien, ou c'est même le -7 qui est pas fait pour être en AFC. Je me trompe peut-être, mais je crois que c'était un peu moins lorsqu'on était en AFC. Donc c'est déjà pas mal de ce côté-là. Après, Nikon, dans cette génération-là d'appareils photo, n'est pas réputé avoir le meilleur autofocus dans les zones, lorsqu'il fait nuit notamment, ou plutôt lorsqu'on est dans des zones d'éclairage faible, parce que la nuit, comme il y a souvent des lumières, ça contrebalance le fait que l'autofocus soit pas forcément bon dans les zones sombres. Et du coup, voilà, il faudra juste faire attention à ça, hein. Si vous vous attendez à des résultats exceptionnels dans les zones sombres, c'est pas forcément l'appareil photo qui sera pour vous au final. Hop, donc, tac, tac, donc on a AFS, AFC, on a les modes, les modes automatiques, que j'aime pas trop parce que ils choisissent votre place et généralement pas bien. 493 zones de mise au point. Bon, je vais peut-être passer parce que là je fais que répéter ce qui est marqué. J'essaye de regarder surtout les caractéristiques
vidéo. Alors en termes de photos, hein, du coup ce sera vraiment très très bien. Il y a une caractéristique que j'ai pas vue dessus, mais vous pouvez faire du pré-shot. Mais il me semble que le pré-shot, il est uniquement disponible en JPEG sur le Z8. C'est quand même déjà très très bien, mais ça aurait été peut-être un petit peu mieux de l'avoir en RAW. Cependant, je dis ça, par exemple le R3, le A1 n'ont pas de pré-shot, donc ça reste le meilleur appareil photo professionnel, puisque on peut le considérer comme professionnel, le Z8, à avoir le pré-shot, donc que ce soit que des JPEG, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hop, du coup, en vidéo, on a aussi Matrix, enfin matriciel, donc qui est sur tout le capteur, au centre, et sur les hautes lumières, ce qui ressemble à de l'exposition que ferait Canon. On n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, en termes de définition, on a de l'UHD 8K, donc du 7680 par 4320, donc comme vous pouvez le voir, en 30p, donc progressive, oui, mais tous les appareils photo sont en progressive aujourd'hui. Et on a 30, 25, 24. Ce qui est marrant, c'est que normalement, on était censé avoir 60 aussi, mais pourquoi il ne le marque pas ici? Ah ouais, là. Je dis ça, mais parce que en dessous, vous pouvez voir qu'il y a marqué 60 images par seconde. Et donc en 4K, on peut aller jusqu'à 120 images par seconde, ce qui est vraiment très intéressant. Après, c'est pas, comment dire ça, c'est pas oversamplé lorsqu'on est en 120 images par seconde, mais ça reste quand même vraiment très très bien. Donc je vous laisse aller regarder ça. Je crois que c'est mieux indiqué, bizarrement, dans les specs du Z9 que celle du Z8. Hop, on a 1080-120, c'est dommage, on aurait pu avoir de la 240 images par seconde, mais on l'a pas ici. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont peut-être juste oublié de la mettre. Et voilà, donc note actual framerate 120, 100, AR 110, oui, ça c'est normal. C'est pas des vrais... comment dire ça? Des vraies fréquences d'image, enfin des vraies fréquences d'image, c'est des fréquences d'image d'écran d'ordinateur plus que ce qu'on utiliserait par exemple au cinéma, mais c'est ce qu'on utilise tout le temps aujourd'hui. Donc moi, même quand j'ai des appareils photo qui font du 24 images par seconde, j'utilise le 23 975 puisque je regarde tous mes films et n'importe quoi pratiquement sur mon ordi, et même votre télé, elle fera du 23 975 ou des choses dans le genre. Donc voilà, il n'y a pas de problème, 976 pardon. Donc il n'y a pas de problème. Donc du coup, là on passe en RAW. Donc là, cette fois, on peut avoir la définition complète du capteur, mais on reste en UHD. Voilà, on n'a pas la définition complète, on a plus le 8,3K au final, mais qui est toujours en 16 neuvième. Sauf que là, du coup, maintenant, en RAW, on a le 60 images par seconde. Alors ce que je me demande bien, c'est pourquoi en Ultra HD 8K, on n'a pas le 60 images par seconde. Hop, après, est-ce que c'est en NRAW et en ProRes? En théorie, si c'est pas dit, c'est que c'est sur les deux. Hop, et donc on a quand même des choses assez bien de ce côté-là. C'est assez marrant ce format qui est un petit peu bâtard. En fait, oui, c'est de la 4K tirée, donc c'est de la 4,2 ou oui, 4,2K au final, parce que c'est la 4K qu'on obtient de l'oversampling du 8,3K, donc 4, 1,5, ça fait bizarre, 4,15, voilà, on va dire ça comme ça. Hop, et puis on a, voilà, on a l'UHD qui est aussi ici, et bizarrement, on l'a pas. Il y a toujours des trucs qui me font un peu tiquer sur les appareils photo, c'est que genre des fois, on a l'impression que, par exemple chez Sony en H265, il n'y a pas de 25 images par seconde, par exemple. Où il n'y a pas de 30 images par... Non, il n'y a pas de 30 images par seconde. Je crois qu'il n'y a même pas de 25 images par seconde. On passe direct à 50. Donc vous ne pouvez pas faire de XAVC HS chez Sony. Et donc là, si vous voulez avoir votre RAW en UHD, il faudra mieux prendre la valeur de dessus et après remettre ça dans une timeline Ultra HD plutôt que de directement filmer de l'Ultra HD. Ce qui est un petit peu étrange, mais bon, au moins on a du RAW qui peut aller jusqu'à 120 images par seconde en 4K et 60 images par seconde lorsqu'on est en 8K ou en 5K même. Donc 5,3K d'ailleurs, ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu dire 4,12K, puisque c'est vraiment ce que ça veut dire, au final. Donc, les formats de fichiers, on a du MOV, du MP4 et du NEV. Après, le RAW...
ProRes RAW, je sais pas dans quel type d'encapsuleur il est. Donc là on a le MOV et le MP4. Ce qui est intéressant avec le MOV par rapport au MP4, vous savez peut-être pas, c'est qu'on est en audio 24 bits, donc on a une plage qui est un peu plus large en termes de ce que supporte la saturation de votre micro, donc c'est mieux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le XLR4M, c'est que sur du MP4, sur le Sony, je peux faire du 24 bits, mais là vous avez directement le 24 bits, donc c'est vraiment plutôt pas mal d'avoir le MOV, et le MOV notamment il servira tout le temps lorsqu'on est en ProRes standard, donc les compressions vidéo, donc on a bien le NRAW comme je vous l'ai dit, le Apple ProRes RAW HQ, donc 12 bits, après on a du non-RAW, du ProRes 422 HQ. Par contre, on n'a pas en dessous du HQ. Alors pourquoi je trouve ça dommage? Parce que ce qui est intéressant avec le ProRes, qui est un codec H264, je le rappelle, il est beaucoup moins compressé que de l'H264 standard, où il est compressé plutôt d'une façon différente, mais il prend plus de place, donc il est moins compressé. Et comme il est très très diffusé, en fait, c'est un des meilleurs type de fichier à utiliser pour faire du montage. C'est un peu plus gourmand que du H264 standard. D'ailleurs ici si vous voulez faire du 10 bits, vous êtes obligé d'être en ProRes. Puis voilà. Et ce qui peut être intéressant, enfin ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le ProRes c'est du All Intra. Et par exemple le H265, c'est bien de l'utiliser si vous avez du long GOP, parce que en fait le H265 est très compressé, très qualitatif, il peut même avoir une meilleure qualité que le ProRes, sauf que lorsque vous le mettez en All Intra, c'est pratiquement impossible à votre ordi de le lire, puisque c'est très très compressé, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordis qui ont du mal avec ces fichiers-là, surtout si vous faites du 8K, il vous faudra une très très bonne machine, et je vous conseille plutôt de passer sur du Apple ProRes HQ, même si malheureusement, on n'a pas le 422 et la version LT qui aurait eu un débit moins élevé, donc qui serait compressé de la même façon, mais avec moins d'informations, et donc qui aurait encore des performances de montage meilleures que ça, mais on a quand même déjà le ProRes HQ, donc c'est vraiment très très bien. Et c'est ça qui fait déjà vraiment de cet appareil photo une grosse machine de guerre qui se compare très très bien, même sur certains détails, qui va être mieux qu'un R5 ou qu'un A7R5, puisque c'est le prix ou juste un petit peu plus cher que ces appareils photo, 100 € plus cher, c'est pas grand chose au final, et on a quand même des choses vraiment intéressantes. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que, comment dire ça, ouais, non c'est pas dommage, enfin oui, si c'est dommage, si vous vouliez faire de l'H264 avec moins de débit, mais en 10 bits, vous pouvez pas le faire, vous êtes obligé d'être en 8 bits lorsque vous êtes en H264 standard. Donc voilà, j'ai un peu parlé de tout. Après, on a les formats audio, donc ce que je vous ai expliqué, lorsque on est en MOV ou en EV, donc dans le format RAW, donc le RAW sera en 24 bits aussi, et ben on est en 24 bits, et lorsqu'on est en AAC, donc sur le format MP4, on va être en 48 kHz, 16 bits. Après le kilohertz, voilà. Chez Panasonic par exemple, ça peut être plus élevé, mais c'est vraiment pour des comment dire ça, demandes spécifiques en son, donc pour faire de la vidéo, c'est pas forcément un problème, donc c'est bien d'avoir 48 kHz, 24 bits, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hop, stéréo et external, micro basse normal, hop, vidéo exposure compensation, oui c'est toujours plus faible qu'en photo au final, hop. Donc on a tout le range en ISO, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les appareils photo. On peut avoir aussi les 102 400 ISO. Je parle de la vidéo, bien évidemment, là, puisque c'est ce qui se passe ici. On peut aussi avoir le D-Lightning en vidéo. Tac, 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 time-lapse. Donc, oui, bah ça, c'est très très bien d'avoir du time-lapse. Parce que, par exemple, les Fujifilm n'en ont pas en vidéo. Mais je crois même qu'ils n'en ont pas en photo. Hop, voilà. Dual format. Ah oui, on peut enregistrer du proxy lorsqu'on fait du RAW avec l'appareil photo. Ce qui peut être pas mal puisqu'on peut pas enregistrer. Enfin, si on peut, c'est ça qui est marrant. Enfin, je sais pas si on peut l'enregistrer sur la même carte. Si on l'enregistre sur l'autre. Non, pour moi, c'est la même carte. Hop, moniteur, voilà. Donc 3.2, standard. Je sais pas s'il indique la définition. Hop,
peu près 2,100K d'autres. C'est basique, hein. Par exemple, le R3, c'est encore le meilleur aujourd'hui, me semble-t-il, puisqu'il est à 4000K dots. Donc 4000 points. 4000K points, donc 4 millions de points. C'est ça? Ouais, c'est ça. Tac, tac, tac. Je crois qu'on va bientôt... Ah oui, non, j'allais dire on a bientôt fini. Ils font un truc qui est assez ingénieux, hein. Moi, j'ai précommandé le S5 Mark II X, et une de mes grosses problématiques, c'est de pouvoir, comment dire ça, à la fois recharger l'appareil photo, et à la fois, bon, celui-là ne fait pas hein, l'enregistrement sur un disque dur, mais il peut avoir une communication USB sur un ordinateur ou sur des accessoires via le port USB-C. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils en ont mis deux. Donc si vous voulez utiliser un USB-C pour recharger l'appareil photo pendant que vous utilisez un accessoire ou que vous faites comment ça s'appelle, du live ou vous l'utilisez en comment dire ça, je vais y arriver, en webcam ou des trucs dans le genre, et bien c'est possible ici, ce qui ne serait pas le cas sur d'autres appareils photo. Donc c'est assez marrant et intéressant d'avoir mis deux USB-C sur l'appareil photo. On a toujours du HDMI type A, par contre on n'aura plus la prise RJ45, puisque c'est ce qui est remplacé par le deuxième USB-C. On a toujours du mini jack 3.5 pour pouvoir avoir le casque et une entrée directe audio en jack 3.5 pour pouvoir mettre un micro. Hop. Donc on a toujours la prise 10 broches, par contre on n'a plus la synchro flash qui sert pas à grand monde. Par contre, si l'appareil photo était capable de faire du timecode, il pourrait pas le faire. Mais je sais même pas si le Z9 peut faire du timecode. Si vous le savez, essayez de me le dire en commentaire. Donc on a voilà, les normes Wi-Fi. Ce qui n'est pas ma spécialité, hein, franchement, je l'avoue complètement. En Bluetooth. Voilà. Donc voilà, on a bien le NEL15C. Hop. Donc on peut utiliser les batteries précédentes, mais il y a des désavantages à les utiliser. Je crois que la A, c'est celle qui avait le D850. Après, il y a eu des versions différentes. Il y a la 15 et la 15A. Ne sont pas rechargeables en USB. Donc, dans l'appareil photo, la 15B, oui. Mais elle est différente de la 15C. Donc, je ne sais plus si c'est l'ampérage qui est plus élevé sur la 15C. Donc, voilà. Note, however, that voilà. Donc, l'ampérage doit être plus faible parce que la 15C donnera plus de photos ou comment dire ça, un temps d'enregistrement plus élevé en vidéo. Voilà. Et voilà, donc ils disent bien que ici, pour recharger la batterie dans l'appareil photo, eh ben, il faut avoir une B ou une C. Batterie pack, voilà. On a le grip MBN12, voilà, qui peut prendre 2 ce NEL15C, et elle peut aussi prendre, attends, il y a un adaptateur, attends, je croyais qu'on pouvait faire ça. Ouais. Assez, donc ça c'est des accessoires. Parce que je crois avoir vu des vidéos où on peut mettre une batterie de Z9 dans un compartiment spécial qui ne doit pas être livré avec, ou ça se trouve c'est ça. Non, je dis pas de bêtises, en fait c'est ça. C'est que, voilà, là, il est livré avec un chariot pour les deux EL15C. Mais ce qui est dommage qu'ils disent pas, c'est que la batterie du Z9... D'ailleurs, je sais pas si elle vient avec la porte, mais je pense que si on prend directement la batterie du Z9, on peut la mettre dans le grip. Si on a la porte avec. Voilà. Donc l'appareil photo reste quand même relativement lourd, hein. On est à 90 grammes d'un R3 qui, je le rappelle, est un monobloc, lui. Voilà. S1 cover shoe. Donc là, on va voir que des accessoires. Et on a tout vu. Voilà. Donc on va voir tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc ce qui est intéressant, heureusement, parce que c'est un appareil photo qui est censé être placé comme du... comment dire ça, pro...
amateur pro, voilà. Donc on a quand même le chargeur de NEL15, on a l'œilleton d'oculaire, on a la sangle que personne n'utilise maintenant, on a le câble de chargement qui vient avec un USB-A, dommage, hop, parce qu'à mon avis il sert juste à la connexion, donc c'est dommage parce que le câble pour pouvoir charger est en option, c'était donc ça qu'on voyait au début. Enfin au-dessus, et donc on a la protection de griffe flash, donc voilà, on a ce qu'il faut comme accessoire. Qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir de plus? Non, ça va très très bien de ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le Z8? Les seules différences qui vont avoir un peu plus, enfin les différences en plus qu'on va avoir par rapport au Z9, c'est qu'il y a un bouton custom à l'avant qui va disparaître, donc on en avait 3 autour de la baïonnette, maintenant on n'en a plus que 2. On n'a plus la molette de sélection de, comment dire ça, de la rafale. Donc que ce soit de mode de prise de vue, donc en gros retardateur, rafale, tout ça. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on a de différent, et la tropicalisation sera moins élevée sur le Z8 au final que sur le Z9, et donc ça en fait un appareil photo très très compétent. Il reste que l'autofocus est moins bon que ce qu'on trouve sur un A7 R5, la définition est moins élevée, mais la plupart des gens trouvent ça très intéressant. Donc l'appareil photo, il a quand même beaucoup de choses pour lui, et il se compare aussi très très bien au R5, il se compare même très très bien au A1 au final, parce que il a le même form factor en étant un petit peu plus gros, donc un petit peu plus confortable pour certains, donc les personnes ayant des grosses mains et n'étant pas forcément fans de Sony, iront sur cet appareil photo sans problème. Il reste que l'autofocus, bien meilleur que ce que faisait Nikon avant, reste un peu perfectible à certains moments. Il est bon, hein, mais perfectible à certains moments, et il est absolument pas au niveau de ce que fait Sony. Canon, il faudrait que je compare les deux, parce que je trouve des problèmes que j'ai sur Canon, et que j'ai l'air un petit peu de voir sur Nikon aussi. Donc il me faudra voir les deux types d'appareils, les Nikon Z9, Z8 et mon R3, pour voir s'il y a une différence entre les deux, ou si Canon est vraiment meilleur. Voilà, parce que je sais que Sony a vraiment une grosse avance de ce côté-là, mais Canon, voilà. Donc cet appareil photo-là, il est vraiment très intéressant au final. Capteur empilé à 4600 €, de la 8K, de la 8,3K RAW jusqu'à 60 images par seconde, de la 4K à 120 images par seconde. Voilà, il a tout pour plaire, cet appareil photo. Une bonne stabilisation, mais qui dit bonne stabilisation, on dit aussi pas mal de wobbling, donc suivant vos préférences, ce sera peut-être un problème. Mais lorsque vous le mettez sur un gimbal, parce qu'il acceptera beaucoup mieux les gimbals qu'un Z9, hein, parce que moi, mon R3, c'est... Mais bien qu'il soit léger, c'est très très dur de le mettre sur un gimbal, parce que justement, on a un boîtier qui est très haut, et donc la répartition des masses est très mauvaise dans ces appareils photo-là. Donc voilà, vous pourrez avoir un Z9 ou un Z8, enfin voilà, un grip ou pas grip, ce sera beaucoup plus facile, vous pourrez le mettre sur gimbal, et comme ça, vous aurez plus de wobbling. Moi, je conseille quand même d'utiliser la stab du capteur sur les stabilisateurs pour un peu, des fois, empêcher de voir les mouvements de saccade lorsqu'on marche, ce qui marche plutôt bien en général, et ça n'affronte absolument pas le gimbal, contrairement à ce que les fabricants vont dire. C'est juste pour, comment dire ça, s'assurer que la stabilisation n'ait pas de problème, mais elle a jamais de problème, hein. Le stabilisateur a un gyroscope et l'appareil photo a un gyroscope, donc ce que va capter l'appareil photo, c'est les mouvements du gimbal. Donc comme il n'y en a pratiquement pas, il va juste stabiliser ce qui reste de mouvement. Donc qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Oui, pour moi, comment dire ça fera pas forcément changer les utilisateurs de Sony ou de Canon. Canon peut-être, au final, s'ils voulaient vraiment, parce que pour moi, de ce côté-là, cet appareil photo-là, il s'adresse vraiment à des gens qui veulent un appareil photo aussi polyvalent que les R5, parce qu'un A7 R5, c'est quand même un peu moins polyvalent, parce qu'au niveau 8K, c'est pas forcément déjà super terrible, c'est pas en plein format, et tout ça. Donc ceux qui ont décidé d'acheter un A7 R5, c'est vraiment pour les 60 millions de pixels, et pas forcément pour la vidéo finale, même si elle reste très intéressante. Et donc pour moi, c'est vraiment le R5 côté autre marque qui va être beaucoup affecté par le Z8, parce que il en envoie beaucoup, hein, pour pas cher,
Mais du coup, ça me fait me poser une question, c'est que la stratégie de Nikon, elle est un peu problématique dans le sens où ce que fait Canon ou Sony, c'est de préserver leur gamme et de donner une échelle, comme ça, lorsqu'il y aura une évolution, eh ben, on sentira clairement que si on veut mieux, on doit passer au-dessus. Là, le Z8, à part quelques trucs vraiment très très précis, pourquoi vous voulez un Z9 au final? Vous allez dire, ouais, je veux un petit peu de meilleure tropicalisation, je vais avoir une plus grosse batterie que vous pouvez mettre sur le Z8 si vous avez le battery pack avec. Voilà, il y a quand même des trucs, la prise synchro flash, ça reste quand même un truc qui est plus trop utilisé aujourd'hui, surtout que maintenant on peut synchroniser plein de trucs avec la prise flash. Peut-être pas forcément chez Nikon, mais voilà. Pour moi, Nikon prend des risques pour survivre, mais j'espère que cette stratégie, elle leur permettra quand même de, sur la prochaine génération d'appareils photo, réussir à faire des appareils photo qui sont cohérents. Parce que là, le Z8 et le Z9, c'est le même appareil photo. Et on en a un qui coûte 1400 € moins cher que l'autre. Donc, c'est quand même un petit peu étrange. Pour moi, je trouve ça beaucoup moins étrange de pas avoir de capteur empilé sur un R5 ou un A7 R5. Peut-être que ça va bouleverser le marché et que ce sera très très bien et que maintenant on va se retrouver avec beaucoup plus de capteurs empilés sur plein d'appareils photo différents. Mais quand même, Nikon, au sein de sa propre gamme, prend beaucoup de risques. Alors peut-être qu'ils ont fait une stratégie où le Z8, s'il marche mieux que le Z9, en fabrication, il remplacera le Z9, et voilà, peut-être qu'il y a des composants interchangeables, mais ça reste les deux appareils photo qui se concurrencent le plus, même par rapport à ce qui se trouve chez d'autres marques, et donc voilà. Nikon a bien fait de faire ça, mais voilà, on voit quand même que, du coup, ils ont, comment dire ça, un petit peu... J'ai pas envie de critiquer parce que vraiment l'appareil photo est très très bon, mais ça, du coup ça se voit qu'ils sont limités dans ce qu'ils peuvent apporter ailleurs, puisqu'ils sont obligés de basiquement faire le même appareil photo que le Z9 pour avoir quelque chose d'intéressant à montrer aux gens. Et qu'est-ce qui restera pour un Z6 III ou un Z7 II? Pour moi, le Z7 II, il a vraiment plus beaucoup de chances d'exister, à moins que ce soit vraiment plus ce qui se comparait à un R5 mais en moins cher, et donc ce serait encore un appareil photo qui permettrait à des gens d'investir dans de la haute définition à moindre coût. Mais voilà, il y a des choses à voir avec le temps. L'appareil photo est très très bien, mais lorsqu'on voit l'écosystème actuel chez Nikon et ailleurs, ça me fait poser un petit peu de questions. Bon, moi, je vais vous laisser là-dessus. Très très bon appareil photo. Pour faire de l'animalier, par exemple, ce sera un très très bon appareil photo. Avec un 600 f6 III, ce sera vraiment génial. Et si j'étais resté chez Nikon, ça m'aurait bien tenté. Mais malheureusement, je peux pas mettre de l'argent partout, et j'ai pas, je suis pas assez connu pour pouvoir tester du matériel Nikon comme je veux. Donc je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous pensez de cet appareil photo. Et si vous avez des questions dessus, soit les posez-moi sur YouTube. Mais si vous avez des choses où vous voulez peut-être pas forcément que d'autres personnes sachent que vous avez posé des questions, vous pouvez aussi me les poser sur Instagram. Et donc je vais vous laisser là-dessus. Et à bientôt sur la chambre noire de Goupil.